Je vous remercie à tous d'être présents. Alors, il n'est pas totalement, 15 heures. Je vois que le nombre de participants, grandit au fur et à mesure, donc on va commencer la formation, ou plutôt le webinaire dans quelques instants, dans quelques minutes. Juste pour vous expliquer, avant de me présenter quand même, vous pouvez tout au long du webinaire intervenir justement par le petit, onglet «Converser» que je vous ai présenté à l'instant. Ça me permettra de pouvoir voir vos questions, pouvoir y répondre de 2 façons. Soit on peut y répondre parfois de manière individuelle, si la question est un peu plus, justement, individuelle, ou alors de manière, collective à l'oral, et ça je le gérerai en fait en fonction, des questions qui interviendront. Vous aurez bien évidemment à la fin du webinaire un moment pour poser vos questions, mais n'hésitez pas aussi, je pense que c'est toujours intéressant et peut-être moins passif justement, de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire, de sorte à ce que, je puisse y répondre, comme ça au fur et à mesure sans aucun souci. Voilà, voilà, donc vous êtes tous là, sur l'invitation de votre courtier, Netvox, pour un webinaire concernant le devoir de conseil, enjeux et bonnes pratiques. Je pense que là-dessus, on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Le webinaire va durer environ 1 heure, j'espère que, vous pourrez tous avoir les questions que vous enfin les réponses du moins aux questions que vous vous posez, à ce sujet-là. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Vous avez dû voir dans l'invitation, que, je m'appelle Floriane Debord. Je fais partie en fait de l'organisme Peritus Formation, qui est un organisme spécialisé dans la formation professionnelle continue des courtiers en assurance et des agents aussi, mais d'une manière générale plutôt des intermédiaires en assurance, ainsi que des intermédiaires bancaires. Je suis juriste de formation, donc c'est pour ça que le sujet du devoir de conseil est un sujet, que je connais forcément très bien. D'autant plus que j'ai été opérationnelle pendant 6 ans dans un cabinet de courtage où j'ai eu la chance de m'occuper de l'intermédiation, mais aussi, de toutes les problématiques que l'on pouvait rencontrer dans le cabinet, avec les clients, mais aussi, parfois avec nos partenaires. Ça m'a permis de pouvoir, voir pas mal de contentieux aussi sur le devoir de conseil, que ce soit en assurance de personnes, puisqu'on faisait de l'assurance de personnes, y compris de l'assurance vie, et aussi, en assurance, IARD. Aujourd'hui, mon organisme en fait, fait des formations DDA, mais fait aussi des mises en conformité. Donc ce qui fait qu'en matière de devoir de conseil, encore une fois, puisque c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui, j'ai, à mon avis, pas mal d'exemples et pas mal de retours d'expérience à vous communiquer, et je pense que ce webinaire sera intéressant justement grâce à tous les échanges que l'on pourra avoir, même si, du fait du covid, vous savez que les échanges sont plus ou moins, distanciés, on va dire. Je vois que 57 participants nous ont rejoints. On va pouvoir néanmoins, je pense, commencer. 57-59, le nombre augmente, progressivement dans tous les cas. Aussi, petite information, le support qui sera présenté, est un support qui vous sera remis par la team, network, qui vous adressera ce support, de même que le replay pour ceux qui auraient raté quelques minutes de temps en temps, de même que le replay qui sera, disponible, j'imagine, sur une plateforme qui vous permettra de pouvoir le revisionner autant de fois que possible, si vous le souhaitez ou autre. On reste bien évidemment disponible si besoin, via nos coordonnées, que vous avez ici, et puis vous connaissez bien évidemment les coordonnées de Netvox, pardon. Alors, dans un premier temps, j'aimerais en fait vous parler, de cette notion de distribution d'assurance, de cette notion de distributeur d'assurance, et notamment des conditions d'accès qui sont liées en fait à la distribution en assurance. Je m'explique. Il y a quelques années de ça, on entendait plutôt que le mot distributeur d'assurance, le mot intermédiaire en assurance. Ce mot, il existe encore, bien évidemment. Néanmoins, par une directive dont vous avez entendu parler forcément, qui s'appelle la directive DDA, directive sur la distribution en assurance, le mot distributeur a été remplacé progressivement, le mot intermédiaire, pardon, a été remplacé progressivement par le mot distributeur. Un distributeur en assurance, en fait, vous le savez, vous êtes tous distributeurs en assurance, peut exercer sous différents statuts. Vous en avez 3 qui nécessitent l'immatriculation de l'ORIAS,
c'est-à-dire que vous pouvez être courtier en assurance, qu'on appelle plus communément COA, agent général et encore mandataire. Deux types de mandataires. Mandataire d'une entreprise d'assurance, c'est-à-dire qui va exercer de manière exclusive avec cette entreprise d'assurance. Et puis, mandataire d'intermédiaire en assurance, certains en ont peut-être et collaborent peut-être avec. Ce sont des mandataires, donc des indépendants de nouveau, qui vont collaborer avec des courtiers, notamment pour la distribution des produits d'assurance. Quels que soient ces trois statuts, finalement, l'obligation d'immatriculation en RIAS est nécessaire. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'à partir du moment où vous avez ce numéro en RIAS, cette immatriculation en RIAS, c'est parce que vous avez respecté trois types de conditions. D'une condition de capacité professionnelle niveau 1 ou 2 selon votre statut, que vous soyez courtier, agent ou mandataire. Une assurance responsabilité civile professionnelle qui vous permet tout simplement d'avoir vos frais de défense et les frais de dommages et intérêts éventuels en cas de mise en cause de votre responsabilité civile professionnelle prise en charge, et une garantie financière en option, puisque tout dépend si vous encaissez ou non des fonds à destination d'autres personnes. En sachant que là-dessus, au niveau de destination des autres personnes, ça peut être soit des fonds pour vos clients, c'est-à-dire que par exemple une société d'assurance vous reverserez des fonds pour des sinistres, pour le paiement de sinistres, ou alors le plus commun, ce sont des fonds en fait, des primes d'assurance, des cotisations d'assurance que vous encaissez pour le compte de courtiers grossistes ou de sociétés d'assurance avec lesquelles vous êtes codé. Alors, on me pose une question de Michel qui me demande sur le statut MIA, est-ce que la RC est obligatoire? La RC est une assurance qui est obligatoire pour toutes les personnes qui sont immatriculées à l'ORIAS. À partir du moment où vous voulez être courtier, agent ou mandataire, vous êtes obligé d'avoir une assurance RC. Et là, vous avez deux cas de figure. La première, vous êtes totalement indépendant et à ce moment-là, vous êtes courtier ou agent et vous avez besoin d'une assurance responsabilité civile obligatoire à votre nom. Le deuxième cas de figure, c'est que le courtier peut avoir une assurance qui va couvrir ses mandataires. Une assurance responsabilité civile qui va couvrir ses mandataires. C'est autorisé par l'ORIAS. L'ORIAS, quand elle procède à l'immatriculation du MIA, peut accepter bien évidemment et acceptera la souscription groupée, on va dire, mais on conseille enfin je conseille, ainsi que de nombreuses autres personnes, parce que ma voix a de la voix, mais ce qui compte, c'est aussi ce qui est important. Je conseille néanmoins que le mandataire, le MIA, ait sa propre assurance. Je pense que c'est quand même quelque chose de plus sécure, à la fois pour le courtier et le mandataire. Tout dépend néanmoins du mandat du MIA, c'est-à-dire qu'en général, le mandat va préciser justement si le mandataire va ou non doit souscrire une assurance en son nom ou s'il sera couvert par l'assurance du courtier. Dans tous les cas, l'ORIAS accepte les deux, mais l'ARC est obligatoire, soit donc par le nom du courtier ou alors en tant que mandataire tout seul. Michel me dit qu'il est AMIA pour 2 cabinets et que de ce fait, il est couvert par la CGPA pour l'assureur des 2 cabinets. Oui, c'est totalement possible. Comme il serait possible, Michel, que vous ayez une assurance indépendante qui vous permettrait de garantir votre responsabilité civile de manière autonome. C'est totalement possible dans les 2 cas. Donc, toujours pour finir, par rapport aux distributeurs d'assurance, vous le savez, vous avez des conditions d'accès à la profession puisque vous faites partie d'une profession réglementée. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos salariés éventuels, que ce soit les salariés d'un organisme d'assurance ou d'un autre intermédiaire, ont aussi des conditions d'accès à la profession. Des conditions d'accès qui sont doubles, honorabilité de nouveau, en gros, ne pas avoir été totalement méchant. Et puis, la deuxième condition d'accès, c'est la capacité professionnelle selon les fonctions. Donc, vous avez très certainement tous entendu parler du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à ça, mais c'est vrai que là-dessus, il ne faut pas oublier que en tant que courtier, en tant qu'agent ou en tant que courtier, en tant qu'agent,
vos salariés, de même que vos mandataires, sont soumis, sont placés sous votre responsabilité civile à ce niveau-là. Au niveau de l'immatriculation ORIAS, Sophie me demande en fait si dans le cas d'une SARL, est-ce que l'inscription à l'ORIAS est au nom de l'entreprise ou est-ce nécessaire d'avoir une inscription individuelle? Alors, le numéro ORIAS est un numéro qui est individuel dans le sens où il va être accordé à partir du moment où le représentant de l'entreprise va respecter ces conditions-là, c'est-à-dire l'honorabilité, la capacité professionnelle, l'assurance responsabilité civile et la garantie financière. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que quand vous avez une entité commerciale qui va s'appeler SARL de la Tour, vous pouvez avoir 3 gérants et en l'espèce, les 3 gérants doivent respecter ces conditions-là. Vous n'aurez qu'un seul numéro ORIAS, mais lors de l'inscription ORIAS, on vous demandera nécessairement à ce que les dirigeants de la société puissent respecter notamment les conditions de capacité professionnelle. Pour répondre à la question de Sophie. Juste avant de parler vraiment des conditions d'accès et de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le nombre de courtiers en assurance est un nombre qui est en évolution positive, puisque de 2017 à 2018, ça a pris à peu près 3-4%. Vous êtes actuellement 24 000 courtiers en assurance. Actuellement, enfin, en 2018 plutôt, les chiffres de l'ORIAS seront publiés pour 2019 seulement au 3e trimestre de cette année, donc 2020. Il y a un tout petit peu moins d'agents, le nombre est en baisse, et il y a de plus en plus de mandataires. En sachant, et je pense que là-dessus, vous le savez, vous n'avez pas besoin, j'ai perdu le fil, excusez-moi, en sachant que vous pouvez bien évidemment exercer en tant que courtier plusieurs autres activités. Le numéro ORIAS restera le même. On vous demandera de nouveau des capacités professionnelles potentiellement, notamment si vous êtes IOBSP, mais vous pouvez tout à fait être courtier en assurance ou même mandataire d'intermédiaire en assurance. Et puis en même temps, faire des opérations de services des opérations bancaires et de services de paiement. Comme vous pouvez être courtier en assurance ou mandataire intermédiaire en assurance et en même temps être CIF, c'est totalement possible. On me demande aussi si un salarié peut avoir son propre numéro ORIAS. La réponse est non. Le salarié n'a pas besoin d'avoir un numéro d'ORIAS puisqu'il est couvert par son employeur qui est courtier ou mandataire. Si je réponds réellement à la question, je ne sais pas, peut ou est-ce qu'il doit? La réponse est non, il ne doit pas, ce n'est pas obligé. Est-ce qu'il peut avoir son propre numéro ORIAS? Je dirais que juridiquement, sur un point de vue, oui, mais en même temps, d'un autre point de vue, je dirais au niveau du droit du travail notamment, j'imagine mal qu'un salarié puisse avoir sa propre entreprise de courtage en assurance, par exemple, parce que là, ça pourrait faire défaut en matière de principe de loyauté vis-à-vis de son employeur ou d'obligation de non-concurrence si celle-ci a été formalisée, mais tout dépend. Globalement, dans tous les cas, les salariés n'ont pas de numéro d'ORIAS. Par contre, comme je le disais, il ne faut pas oublier quand même que les salariés doivent respecter tous des capacités professionnelles en fonction de leur fonction. S'il veut être IOBSP, oui, en effet, c'est possible à ce moment-là puisqu'il sera courtier ou mandataire IOBSP. Outre ces conditions d'accès que vous connaissiez très certainement, puisque l'ORIAS a été créé en 2007, suite à la première directive sur l'intermédiation en assurance, il faut savoir quelque chose, et je pense que vous le savez déjà tous, et vous le subissez déjà tous, entre guillemets, vous avez aussi de nombreuses conditions d'exercice. Comme vous le voyez, vous avez en bleu des conditions d'exercice de la profession qui sont communes en fait à toutes les autres professions, c'est-à-dire à toutes les autres entreprises. Vous êtes soumis à des règles en matière de fiscalité, en matière de comptabilité, en matière de droit social, en matière de droit des contrats aussi, et de RGPD, de protection des données personnelles. Comme toutes les entreprises, vous devez respecter ces règles.
Je dirais que même un organisme de formation doit le faire et même un boulanger doit le faire. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une entreprise immatriculée au RCS, vous avez forcément des règles et des conditions d'exercice. Ce qui pose entre guillemets un peu plus de problèmes aux courtiers ainsi qu'aux mandataires, quels qu'ils soient, c'est que dans le cadre du fait que vous soyez une profession réglementée, vous avez des conditions d'exercice qui sont propres aux distributeurs en assurance. Et ces conditions d'exercice propres aux distributeurs en assurance, c'est celles qui sont notifiées en vert. C'est-à-dire que là, vous avez des conditions qui sont notamment définies par le Code des assurances, qui sont aussi parfois codifiées dans le Code monétaire et financier, et qui peuvent être à ce moment-là devenir souvent des contraintes pour les intermédiaires en assurance, parce que la quantité fait que ça va entraîner de nombreuses interrogations et de nombreuses peurs. J'ai de nombreux courtiers en assurance dans mon portefeuille et c'est vrai que la plupart me disent « Oh là là, la conformité, la compliance, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre. Moi, je produis, c'est ça mon métier. Et là, on me demande de donner tout un tas de documents à mes clients, de faire des choses forcément longues. Je veux souscrire un contrat auto, je dois lui imprimer l'équivalent de la moitié d'un arbre, et puis ça me prend 2 heures et demie avec le recueil des besoins, etc., de faire ce simple contrat auto. Je dis bien ce simple entre guillemets, parce que je vous expliquerai notamment par rapport au devoir de conseil que si on vous l'impose et si c'est une contrainte, ça doit aussi être vu comme des opportunités. Pourquoi des opportunités et comment des opportunités? C'est parce qu'en fait, la déontologie, le devoir de conseil, l'obligation d'information, la lutte contre le blanchiment, certes, ce sont des obligations qui sont légales et réglementaires. Mais en même temps, ces obligations légales et réglementaires, ça peut valoriser votre image. Valoriser votre image vis-à-vis des sociétés d'assurance, c'est-à-dire de vos partenaires, des courtiers grossistes, toujours vos partenaires, ainsi que vos clients. C'est-à-dire qu'un client, quand à un moment donné, on lui présente les choses avec une certaine logique, en décrivant tout simplement déjà votre rôle, en décrivant votre activité, en décrivant votre identité, mais aussi en recueillant ses besoins. Quand on recueille ses besoins, on peut tout simplement expliquer à son client que le but, ça va être de lui proposer un contrat cohérent, un contrat adapté, et que pour pouvoir lui proposer un contrat cohérent, un contrat adapté, il faut absolument que vous lui posiez beaucoup de questions, parce que ça permet d'affiner les choses. Et donc, en termes d'image, même si j'ai conscience que parfois c'est un peu compliqué d'essayer d'être exhaustif dans un temps qui est court, en termes d'image, c'est quelque chose qui peut être valorisé, aussi respecter toutes vos obligations à ce niveau-là. Ne pas oublier aussi, même si je ne m'étendrai pas de plus sur ce sujet-là, que, outre la valorisation de votre image, ça valorise aussi votre portefeuille. Aujourd'hui, les experts disent assez facilement que quand vous voulez vendre votre portefeuille et que si ce dernier n'est pas conforme, notamment par rapport aux points verts qui sont cités, le portefeuille, la valeur du portefeuille sera facilement décotée de 25 à 30%. Et ça s'explique assez facilement. Le courtier qui rachète votre portefeuille n'a pas forcément envie de pouvoir porter tout seul des risques de contrôle ACPR et de sanctions ACPR d'une part, et des risques de mise en cause de sa responsabilité civile si vous n'avez pas respecté les obligations réglementaires en la matière. Donc, c'est vrai que là-dessus, je pense que c'est important de préciser que oui, bien évidemment, c'est de nombreuses contraintes pour vous, mais ce sont aussi des opportunités et que vous devez essayer, aussi difficile ce soit parfois, de mettre en œuvre d'ores et déjà des plans d'action pour vous permettre de respecter au mieux ces obligations-là. Je fais juste un petit focus sur cet aspect-là, qui est un aspect lié à la déontologie. La déontologie, c'est un grand mot. C'est un grand mot, j'ai bien dit grand mot et pas gros mot. C'est un grand mot pourquoi? Parce que la déontologie, elle existe normalement dans toutes les professions. C'est-à-dire que toutes les professions, mais tout homme avec un grand H, est censé agir de manière honnête. Sinon, on finit en prison. Mais même, c'est, je dirais, une valeur presque philosophique, celle du fait d'agir de manière honnête. La déontologie, parfois, elle est
rappeler réglementairement. C'est-à-dire que dans certaines professions, je pense à l'expertise comptable, je pense aux notaires, je pense aux avocats, tous leurs codes, enfin tout, ils ont des matières, ils ont toutes ces professions-là ont leur propre déontologie qui est codifiée la plupart du temps et qui est dans tous les cas inscrite, inscrite dans une norme. Au niveau de l'assurance, c'est pareil. L'assurance, DDA a précisé que l'intermédiaire en assurance, le distributeur, doivent agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Et là-dessus, on me pose parfois la question en disant oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que vous êtes censé agir sans conflit d'intérêts. Et c'est là où, en cas de contrôle ACPR, on vérifiera bien évidemment que vous prenez et vous proposez vos contrats toujours dans cette optique-là pour proposer des solutions au mieux des intérêts du souscripteur, de sorte à lui proposer des contrats cohérents et adaptés, des contrats qui soient parmi ceux qui sont ceux de vos fournisseurs les plus adaptés donc à leur situation, premier point, et puis adaptés aussi en termes de prix parce que ça en fait partie. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là, au sujet des conditions d'accès ou des conditions d'exercice, ou est-ce que je peux vous parler plus particulièrement de ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire du devoir de conseil? Je vois pas de questions qui s'affichent, donc j'imagine que c'est non. Donc je vais continuer. De toute façon, bien évidemment, on pourra en reparler bien évidemment plus en détail à ce moment-là. Alors, j'aimerais vous parler quand même de l'origine de ce devoir de conseil. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que le devoir de conseil, c'est quelque chose qui existe dans toutes les professions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vendez ou un bien ou un service, vous êtes censé informer d'une part et conseiller la personne qui achète. J'ai une bouteille d'eau à côté de moi. Vous avez l'obligation d'information qui est respectée avec ce qu'ils appellent sur la salvetta minéralisation caractéristique, c'est-à-dire que là, on me dit qu'il y a du calcium, du magnésium, etc. Et puis, si je regarde un petit peu plus loin, vous avez forcément l'obligation de conseil qui m'explique que, alors je ne le trouve pas là, mais dans tous les cas, on me l'explique forcément, que je ne dois pas conserver cette eau à la chaleur, par exemple. Donc, vous voyez, en l'espèce, le producteur de Salvetta a une obligation de conseil et une obligation d'information. C'est exactement la même chose pour toutes les professions. Sauf que, en matière assurantielle, on nous impose le fait que ce soit quelque chose d'écrit. Écrit pourquoi? Et puis là, vous allez me dire, oui, mais Salvetta, c'était aussi écrit. C'est normal. Le producteur, de même que le distributeur de Salvetta, ne peut pas nous dire, en fait, à chaque acheteur, voilà, fais bien ça, fais bien ça, fais bien ça. En assurance, par contre, on nous impose forcément que ce soit quelque chose d'écrit. À la base, ça a été imposé par la première directive sur la distribution en assurance. Cette première directive, elle date de 2002. Elle date de 2002, par contre, elle est rentrée en vigueur en 2007 en France. Et je dirais qu'il y a eu un avant 2007 et un après 2007. Pourquoi? Chacun a ses propres codes. Parfois, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. En assurance, c'est avant 2007 et après 2007. Voilà. Avant 2007, l'ORIAS n'existait pas. Ce qui signifiait que, en gros, à peu près tout le monde pouvait être courtier en assurance. Parce que je vous rappelle que l'ORIAS, c'est aussi vérifier, certes, votre honorabilité, certes, la souscription d'une assurance RC Pro, mais aussi vérifier votre capacité professionnelle à l'entrée. Avant 2007, tout le monde pouvait exercer de l'activité d'intermédiaire en assurance sans trop de problématiques. Donc, je dirais que 2007 a permis de professionnaliser la profession quand même de manière un peu plus accrue. Après 2007 aussi, vous avez eu l'obligation, cher courtier, de formaliser le conseil par écrit. Alors, il n'y a pas eu que cette obligation qui a découlé de 2007 parce que, en plus de ça, vous avez aussi été obligé de vous présenter dans un document d'entrée en relation. Ce n'est pas le sujet, je n'en parlerai pas beaucoup plus, sauf s'il y a des questions à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, vous savez très bien tous, j'imagine, que vous devez présenter l'identité du distributeur, présenter vos éventuels liens
contractuelle ou d'exclusivité plutôt contractuelle avec certaines sociétés d'assurance, présenter votre mode de rémunération, présenter le fait que vous avez une garantie d'assurance responsabilité civile professionnelle, etc., etc. Et tout ceci, bien évidemment, à tout prospect. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans le cadre de « j'ai souscrit un contrat d'assurance ». Là, on est dans le cadre de la première chose dès le départ, l'entrée en relation. Je dois me présenter et je dois le faire par écrit. En plus de ça, 2007, en fait, a obligé tous les distributeurs à formaliser le conseil par écrit. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que formaliser par écrit, ça veut dire quoi? Vous avez dû le voir, il n'existe pas dans le code des assurances, il n'existe pas sur le site de la CPR, il n'existe pas de matrice de devoir de conseil. Pourquoi? Je dirais que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Les courtiers grossistes, normalement, mettent en place, dans le cadre de leur devoir d'entraide, des devoirs de conseil qui sont à votre nom. Et vous avez pu voir que le devoir de conseil, il reprend tous les besoins et toutes les exigences de votre client. Il reprend ses besoins en termes de risque, ses exigences en termes d'assurance, en termes de garantie, en termes de modalités de paiement aussi. Et puis, une fois que vous avez recueilli tous ces besoins et ces exigences, vous allez devoir motiver le conseil. C'est-à-dire que à ce moment-là, dans la motivation du devoir de conseil, vous devez préciser qu'au regard des besoins et des exigences de votre client, vous lui conseillez tel ou tel produit d'assurance. Et après, si le client est d'accord, tout va bien. Si le client n'est pas d'accord, mais vous le mettez en alerte. De toute façon, vous devez aussi le mettre en alerte si, par exemple, le client la garantie proposée comporte des délais d'attente ou des limitations de garantie un peu spécifiques. Donc, le devoir de conseil, c'est assez vaste et malheureusement, c'est pas toujours, qui dit vaste, c'est pas toujours précis dans la tête de chacun. Alors, Daniel me précise évidemment que l'ALCA existait avant 2007, qui était une association, mais qui ne donnait pas justement de numéro. Donc, certes, elle vérifiait votre honorabilité. Cela étant, elle ne vérifiait pas votre capacité professionnelle et elle ne donnait pas ce qu'on appelle de permis de travail. Le permis de travail qui est entre guillemets donné à ce moment-là par l'ORIAS et qui permet à tout citoyen de vérifier que vous avez bien votre permis de travail en se connectant sur le site de l'ORIAS et puis en vérifiant à l'aide du numéro que vous êtes bien immatriculé. Toujours par rapport à ce devoir de conseil, le devoir de conseil, aujourd'hui, il a été reconsacré par DDA, qui agit dans un cadre, qui est intervenu dans un cadre que beaucoup connaissent si vous faites de l'assurance vie, qui est le cadre du règlement PRIPS et de la directive MIF 2 ou MIFID. Je vous explique. Depuis 2007, il s'est passé beaucoup de choses, hein, évidemment. Beaucoup de choses qui ont fait évoluer le marché de l'assurance, le marché de la distribution en assurance. Et le Parlement européen a pris conscience de ces choses-là et a décidé de voter en 2016 une nouvelle directive qu'on n'appelle pas DIA 1, DIA 2, mais plutôt DDA 2 ou DDA. Elle vient renforcer les obligations des distributeurs, notamment, puisqu'il y a d'autres thématiques à ce sujet-là. Je vais les voir juste après. Et le but, ça va être de renforcer notamment la transparence, l'information et le devoir de conseil. Je dis bien notamment parce qu'il n'y a pas que ça, j'en reparle juste après. Toujours est-il qu'on est dans la même perspective que PRIPS ou MIF 2. Pourquoi? Parce que PRIF ou MIF 2, en fait, avait déjà mis en exergue cette nécessité d'améliorer la qualité de l'information à travers un nouveau produit d'information précontractuelle qu'on appelle IPID quand il s'agit de l'assurance non-vie et qu'on appelle KID quand il s'agit de l'assurance vie. Je précise, assurance non-vie, assurance vie. L'assurance non-vie comprend aussi certaines assurances de personnes telles que la complémentaire santé qui ne fait pas partie de l'assurance vie. Alors, pour vous parler plus précisément de DDA, si vous n'avez pas plus de questions par rapport à la genèse, c'est-à-dire à ce qui va pourquoi il y a eu DDA, DDA, c'est 5 thématiques.
DDA, c'est 5 thématiques. Vous avez une thématique qui concerne la gouvernance produit. Et cette gouvernance produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés d'assurance doivent aujourd'hui définir des marchés cibles quand elles créent des produits. Et en plus de devoir définir et formaliser ces marchés cibles par écrit et présenter tout ceci à la CPR annuellement, elles doivent être en relation constante avec les distributeurs, ou plutôt les distributeurs doivent être en relation constante avec les sociétés d'assurance. Pourquoi? Parce que les distributeurs devront communiquer à la société d'assurance en question toutes les problématiques qu'ils pourraient avoir dans le cadre de ce marché cible. Et pareil, les distributeurs doivent avertir la société d'assurance et se justifier s'ils, à un moment donné, distribuent des contrats à des personnes qui ne font pas partie de ce marché cible. Donc ça, c'est le premier principe de DDA, qui est un principe totalement nouveau et qui pose quelques problématiques parfois, notamment aux sociétés d'assurance. Pour l'instant, comme DDA est rentré en vigueur en 2018, on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on sait très bien que ça pose quelques problématiques. Après, autre thématique par rapport à DDA, vous avez des obligations d'information et de transparence. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, la nature de la rémunération est indiquée dans le document d'entrée en relation, c'est-à-dire dans le fameux DER. On me demande souvent, est-ce que c'est la nature ou est-ce que c'est le montant? Non, DDA ne parle pas du montant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de donner le montant de vos commissions. Par contre, vous devez indiquer que vous êtes rémunéré sur la base de commission, voire d'honoraires ou de frais de gestion. Et quand il s'agit d'honoraires ou de frais de gestion, à ce moment-là, vous devez indiquer soit le montant quand c'est un montant fixe, ou les modalités de calcul quand c'est par exemple un pourcentage de la prime. Et donc là, vous devez dire que c'est 10% de la prime, par exemple. Donc, outre cette obligation au niveau de la transparence, quelque part, vous devez informer aussi et maintenant donner systématiquement l'IPID ou le KID en assurance vie, à vos clients avant la souscription d'un contrat d'assurance. Ce qui fait que, tiens, je pose une petite question de rapidité un peu à tout le monde. Avant la souscription d'un contrat d'assurance, globalement, vous êtes censé donner quoi? Si quelques personnes veulent bien essayer de répondre. Lipides, évidemment. Quoi d'autre? Le devis, qu'on appelle aussi la proposition d'assurance, et les CG, et ainsi que la fiche conseil. Exactement. Il y a quelque chose qu'on oublie parfois, c'est les CG. On va me dire, oui, mais bon, 60 pages, si on doit les imprimer. Et puis moi, j'ai commencé l'assurance où justement, on nous imprimait tout, on nous donnait tout, etc. Aujourd'hui, je sais bien que ce n'est plus toujours le cas, mais le mail aide bien, Dylan le précise bien, et le mail aide bien, de même que les compagnies d'assurance mettent parfois en place des extranets qui permettent en fait au client de télécharger tout seul ses CG. Toujours est-il que dans les CG, et pourquoi on doit les donner? Parce que les CG vous expliquent tout ce qui va concerner la vie du contrat. Vous explique aussi les définitions qui sont précisées dans la proposition d'assurance. Et c'est nécessaire, en fait, et très, très utile, en fait, de donner justement ces CG avant chaque souscription. Parce que je prends par exemple un contrat auto. Un contrat auto, une proposition d'assurance auto. Alors, je ne sais pas du tout comment sont formalisées celles de Netvox, mais ce n'est pas le sujet. De toute façon, c'est toujours à peu près pareil. Vous avez forcément la garantie responsabilité civile. Et là, en face de cette garantie responsabilité civile, vous avez un plafond de garantie et puis vous avez une franchise. Mais en fait, sans CG, la personne ne sait peut-être pas ce que c'est qu'une franchise parce qu'on ne lui a peut-être pas défini. Elles sont définies dans les CG. Et après, le deuxième point, c'est qu'avec les CG, ça permet d'encadrer la garantie responsabilité civile avec des garanties d'une part et des exclusions d'autre part qui sont précisées dans les CG. Donc, les CG, systématiquement, on les remet à chaque devis. Alors, j'ai deux questions d'Anaël et de Michel. Est-ce qu'on doit faire une fiche de devoir de conseil pour chaque devis? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez dans chaque devis. Est-ce que c'est par exemple chaque devis ou chaque risque? Dans tous les cas, oui, il est nécessaire de faire une fiche d'information et de conseil pour chaque proposition que l'on soumettrait.
C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites un risque auto, bah, vous allez devoir faire une fiche de devoir de conseil. L'idéal, c'est d'en faire une par devis. Maintenant, tout dépend comment vous avez formalisé cette fiche de devoir de conseil. Je ne peux pas vous répondre parce que selon comment on peut la formaliser, on peut parfois proposer, enfin permettre de voir apparaître plusieurs devis, en sachant que, petit point là-dessus, je vous ai parlé de conflit d'intérêts tout à l'heure. On me dit souvent, oui, il faut faire 3 devis. Le chiffre 3 n'existe nulle part, il n'est codifié nulle part. Et quand bien on vous demande en tant que courtier, je veux dire courtier B, courtier classique, de proposer un contrat cohérent et adapté à la situation du client. Un contrat. On ne vous demande pas de proposer 3 devis. Néanmoins, l'idée, c'est quand même que vous ayez eu la possibilité de faire plusieurs devis pour proposer ce contrat cohérent et adapté à la situation du client. Mais vous n'avez pas l'obligation de lui proposer les 3. Je sais que beaucoup de courtiers disent que commercialement, c'est peut-être un peu mieux. Je sais aussi que le client n'est peut-être pas capable de lire et de comparer les 3 devis et que c'est à vous, en tant que courtier, dans le cadre de votre mandat tacite, entre guillemets, de choisir, de sélectionner le contrat le plus adapté et à ce moment-là, de lui proposer tout ceci dans le cadre du devoir de conseil. Est-ce que le devoir de conseil est obligatoire au titre du MIA plus celui du cabinet, Michel? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en tant que MIA, vous représentez un cabinet d'assurance, bien évidemment, donc une société de courtage, qui a son propre devoir de conseil, mais vous devez absolument aussi, dans le cadre de ce devoir de conseil, qui est celui donné et fourni par votre cabinet, voir apparaître toutes les informations légales vous concernant, c'est-à-dire à minima votre numéro ORIAS, vos numéros SIRET et puis vos coordonnées, de sorte à pouvoir vous présenter aussi, parce que l'idée, ce n'est pas uniquement présenter le cabinet pour lequel vous travaillez, même si vous le représentez aussi. Que le client sache ou veulent lire les CG, sache, c'est pas très gentil, mais le client qui ne veut pas lire les CG, c'est son droit. Toujours est-il qu'il faut lui donner la possibilité de les lire, et pour lui donner la possibilité de les lire, il faut lui fournir. Évidemment que c'est long, évidemment qu'il vous demande de les résumer, et à ce moment-là, Lipide est un petit résumé des CG et lui permettra de pouvoir avoir les informations essentielles. Attention, Lipide ne remplace pas les CG. Vous êtes obligé de fournir et Lipide et les CG, pas juste l'un ou l'autre. Est-ce qu'on peut formaliser un seul document à l'entrée de la relation qui reprend les moyens de rémunération et le devoir de conseil? En ce qui me concerne, oui, je fais qu'un seul document. Je pense que c'est souvent plus clair, en sachant que le Code des assurances, dans l'article L521-2 et L521-3, précise qu'il n'est pas nécessaire, je dis bien qu'il n'est pas nécessaire, que le document d'entrée en relation soit signé. D'ailleurs, ce document d'entrée en relation, il est formalisé par papier, hein, bien évidemment, mais vous retrouvez plus ou moins certaines mentions dans vos signatures de mail, dans votre carte de visite, dans les mentions légales de votre site internet. Si vous avez des réseaux sociaux, c'est pareil, on note tout dans les infos, je ne sais plus comment ils mettent ça sur Facebook ou sur LinkedIn, dans les infos complémentaires. Et en gros, je prends une petite métaphore un peu marrante. Dites-vous que vous ne devez jamais, en tant que courtier, vous séparer de votre numéro ORIAS. C'est comme Tintin et Milou, ils sont tout le temps ensemble. Vous faites un stylo publicitaire, mes chers messieurs, mesdames, vous devez marquer votre numéro ORIAS. Je reprends les questions à peu près au fur et à mesure. Il y en a quand même pas mal et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Excusez-moi parfois pour les temps de latence. Je suis pas une bonne femme, j'arrive pas à faire 2 choses à la fois en ce moment. Est-ce qu'un AMIA doit obligatoirement être inscrit à l'ORIAS? J'y ai déjà répondu, mais oui, obligatoirement, il a son propre numéro d'ORIAS. Est-ce que l'obligation de communiquer un modèle de lettre de renonciation, le modèle présent dans les CG, suffit? Oui, la lettre de renonciation est obligatoire. On doit communiquer un modèle en assurance vie obligatoirement. C'est la lettre qui est présente dans les CG, ça suffit. Elle est présente dans ce qu'on appelle la notice d'information et c'est la compagnie d'assurance qui a cette obligation-là. Néanmoins, bien évidemment, vous devez fournir les CG. Et la troisième et dernière question, c'est celle de Dylan. Si on connaît déjà des tarifs et qu'on a fait un comparatif, la formalisation écrite des devis n'est pas obligatoire.
Je crois comprendre le sens de la question, mais je ne suis pas vraiment sûre. Si vous avez fait 3 devis ou 4 devis ou autre, vous n'êtes pas obligé de le dire à votre client, j'ai fait 3 devis et du coup, je vais faire un comparatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à vous de sélectionner le meilleur devis. Vous pouvez le faire commercialement, c'est votre choix. Mais je trouve que même commercialement, c'est toujours un peu délicat parce que votre client ne verra pas forcément toujours les différences et ce n'est pas toujours à propos à ce sujet-là. Si vous avez fait des devis dans tous les cas, vous devez les conserver dans le dossier du client parce que ça fait partie de votre rôle, même les devis qui ne seraient pas retenus en fait. J'ai fait des tableaux avec les tarifs, oui, mais en sachant qu'en assurance, les tarifs ne sont pas forcément que déterminants. Puisque je dis n'importe quoi, mais dans un tarif en habitation, par exemple, vous allez avoir un tarif à 200 €, un autre à 250 et un autre à 235. Celui à 200 € va pas comprendre de garantie dommage électrique, pas de rééquipement à neuf. Celui à 235 va comprendre les deux et celui à 250 va avoir tout ceci plus un pack mobilité en plus, par exemple. Donc, c'est vrai que là-dessus, si on propose que le tarif au client, il va choisir le 200 € parce que la majorité du temps, le client est bien évidemment intéressé par l'aspect financier, chose qui peut se comprendre. Du coup, réponse à votre question, Dylan, oui, on peut le faire que verbalement, c'est-à-dire qu'on peut expliquer à son client verbalement, j'ai fait 3 devis, pour moi, le devis qui me semble le plus adapté à votre situation, c'est le devis de la société d'assurance B, qui présente telle caractéristique technique, et puis tel tarif, mais vous n'êtes pas obligé de lui présenter les autres tarifs. Reste que si à un moment donné, vous voyez qu'il y a un couac sur le tarif que vous venez de lui proposer, à ce moment-là, rien ne vous empêche justement de pouvoir lui proposer les autres devis et les autres tarifs. Oui, MIA inscrit à l'ORIAS, avoir aussi un numéro de SIRET, évidemment. Un MIA est un indépendant, y compris vis-à-vis de son courtier, et un indépendant, un travailleur non salarié inscrit à l'ORIAS et inscrit au RCS. Je parle surtout santé, formulage, oui, compliqué sur MRH. Ok, merci. Donc, j'imagine que j'ai répondu à votre question, Dylan. Alors, aussi par rapport au conflit d'intérêts, j'en parle rapidement pour continuer. DDA, là-dessus, a voulu ancrer, comme je disais, cette espèce de déontologie dont on parlait à l'instant. La déontologie qui était inhérente qui est inhérente en fait à beaucoup de professions et qui est rappelée dans le Code des assurances. Donc, par rapport à ça, vous devez avoir une certaine déontologie vis-à-vis de votre client et ça implique le fait que vous devez en fait sélectionner vos partenaires assurantiels, courtiers grossistes ou sociétés d'assurance de manière déontologique et pas seulement au niveau du taux de commissionnement, obligatoirement. Et en cas de contrôle, dites-vous que la CPR vérifie systématiquement toutes vos conventions, et y compris les taux de commissionnement. On m'a parfois parlé de précompte par rapport à ça. DDA, même si elle ne le stipule pas je veux dire, clairement, il n'y a aucun article dans le Code des assurances qui interdit le précompte. Les précomptes sont plus ou moins conflictuels en matière de conflit d'intérêts. Et ça explique pourquoi beaucoup de compagnies d'assurance sont en train progressivement de les enlever. Pareil, les petits voyages, les petites choses comme ça sont en état de raréfaction, on va dire, depuis quelques années, et notamment à cause de DDA. Capacité professionnelle, obligation de se former à hauteur de 15 heures par an et par personne. Ça concerne le gérant, ses salariés, toutes les personnes qui font de la distribution en assurance. Quelles que soient les modalités de formation, ça peut être de la distance, ça peut être de la formation en présentiel. En ce moment, c'est un petit peu compliqué en présentiel, mais on doit se former 15 heures. C'est contrôlé non pas par l'ORIAS, mais par la CPR. Et puis, ça fait partie, ne pas oublier, de vos obligations légales. Tous vos protocoles de courtage, qui soient faits avec les sociétés d'assurance ou avec les courtiers grossistes, rappellent cette obligation-là. Et si vous ne respectez pas cette obligation-là, je suis juriste, donc forcément, je suis
pessimiste, mais je vous donne un risque. Les sociétés d'assurance peuvent considérer que vous n'avez pas respecté vos obligations légales et réglementaires. Et on peut même imaginer des fermetures de code, même si pour l'instant, ça ne se fait pas particulièrement. Question de Jennifer, est-ce qu'il est judicieux de remettre à son prospect une feuille d'émargement sur laquelle il atteste avoir reçu ses documents, CG, devis, IPID? Non. Sur le devis, il est toujours noté, alors sous différentes formulations, le client atteste avoir reçu les conditions générales et l'IPID. Donc, pas besoin de lui faire signer quoi que ce soit en plus de la proposition d'assurance. La proposition d'assurance, dans la mesure où il a déjà, ça suppose que s'il la signe, c'est qu'il a. Mais toutes les propositions d'assurance mentionnent ceci, de la même façon que toutes les CP mentionnent aussi que le client atteste avoir reçu les CG. Ah oui, merci, merci Dylan. Vous m'aviez perdu sur 2 ans là pour le coup. J'essayais de lire la question. En l'espèce, est-ce que c'est 15 heures par an, par année civile? Donc ça veut dire que à partir du moment où vous avez fait l'IAS 150 heures en 2019, vous êtes obligé de faire 15 heures par an sur l'année 2020. Donc année civile, année civile. Le client ne signe pas forcément le devis. J'aurais tendance à dire que le contrat d'assurance est un contrat juridiquement consensuel, c'est-à-dire qu'il va se former à l'échange du consentement. Ça ne nécessite pas, par exemple, la remise d'une chose comme un contrat réel, je veux dire, juridiquement, mais je fais des digressions. C'est un contrat consensuel, donc qui n'est pas forcément écrit. Donc, en effet, il peut arriver le fait que le client ne signe pas le devis, de la même façon que le client peut très bien ne pas aussi retenir le devis. Il est mieux de faire signer le devis au client, dans tous les cas, s'il accepte, parce que ça permet quand même de formaliser, c'est-à-dire d'écrire, d'avoir des écrits sur ce qu'il a accepté ou pas. Entre le devis et la fiche d'information conseil, je dirais que si la fiche d'information conseil est bien faite, il vaut mieux avoir fait dans tous les cas. Si vous devez choisir 2 documents à faire signer, il vaut mieux que ce soit la fiche d'info conseil que le devis. Les compagnies d'assurance vous obligent parfois à ce que le devis soit signé, il faut le savoir. Donc, CF vos protocoles. Et puis, si le client si le client n'a pas retenu le devis, qu'il n'a pas signé le devis, pas de re-signer le devoir d'information et de conseil, et qu'à partir de là, vous n'avez bien évidemment pas noté le fait qu'il a bien attesté avoir reçu les CG et puis l'IPID, je dirais que ce n'est pas très grave puisqu'il ne s'est pas engagé avec vous. Parfois, il donne son accord oral et signe les CP. Oui, c'est un fait. À partir du moment où il signe les CP, c'est bien. Quand bien même il ne signerait pas les CP, il faut savoir quelque chose, c'est que, comme je le disais, c'est un contrat consensuel. Donc, en soi, s'il ne signe pas les CP, mais qu'il verse, par exemple, la première prime, il s'est déjà engagé. Donc, en soi, ça ne pose pas de problème. Mais encore une fois, attention, les sociétés d'assurance exigent pour certaines les CP signés, quitte à mettre le contrat ensuite en sans effet au bout d'un certain temps. Donc, on fait très attention à ça. On fait très attention à ça. Non, Franck, cette formation ne rentre pas dans les 15 heures annuelles, dans la mesure où on n'a aucune possibilité, malheureusement, de prouver que vous y assistez et que vous la réalisez bien. C'est simplement une formation, ou plutôt des informations données. Ça rentre pas dedans. La signature d'un devis plus remise des docs IPID et CG valent contrat? Oui. La réponse est oui. Juridiquement, théoriquement, oui. Ensuite, en pratique, et puis contractuellement, je vais commencer par en pratique. Si à un moment donné, un client vous dit non et revient dessus, alors qu'il n'a pas signé les CP, je dirais que c'est parfois un peu compliqué. Vaut mieux laisser tomber parce qu'on sait très bien que pendant 1 an, ensuite, on va en chier, entre guillemets. Mais juridiquement, oui, à partir du moment où il signe le devis, il s'est engagé en fait, parce que dans le devis, il reprend suffisamment de choses pour que le contrat soit formé. Oui, question importante de Sophie. Si ça ne vous ennuie pas, Sophie, je vais y répondre juste après.
quand je vais plutôt aborder le devoir de conseil, parce que c'est très, très important en effet. Là-dessus, je vais essayer de m'en souvenir, Sophie. Néanmoins, si je l'oublie, n'hésitez pas à me reparler via ce chat, d'accord? Mais je vais essayer de m'en souvenir parce que je préférerais juste essayer de recadrer les choses. Mais question très importante en effet. Alors, sur le devoir de conseil, pour continuer mon topo, le devoir de conseil, on dit qu'il existe 3 niveaux de conseil, en fait. Pourquoi 3 niveaux de conseil? Parce que c'est ce que dit la CPR et c'est ce qui va découler tout de suite de DDA. Vous aviez, avant DDA, 2 niveaux de conseil. Un niveau de conseil qui correspondait à ce qu'on appelait le courtier L520-2 B, pardon, et le courtier petit c. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce petit b, petit c, ça voulait dire quoi? Moi, j'avais plein de courtiers qui me disaient moi, je fais un conseil impartial et objectif parce que je fais un nombre de devis suffisant. Le petit texte en question explique que pour être courtier C, il faut faire une analyse impartiale sur un nombre suffisant de contrats. Sauf que nous, les juristes, on sait très bien que nombre suffisant, selon la CPR, ça veut dire une analyse quasi exhaustive de tout le marché. Ce qui signifierait que quand vous faites un contrat auto, il faudrait que vous fassiez des devis sur toutes les sociétés d'assurance ou quasi toutes les sociétés d'assurance qui distribuent des contrats auto en France. Je pense que vous y seriez encore, en fait. Voilà. Donc, ce niveau 3, ce niveau C, l'analyse impartiale sur un nombre suffisant, personne ne doit l'adopter et personne ne l'adopte, à part les comparateurs de sites Internet qui peuvent, entre guillemets, se prévaloir de ce niveau 3. Vous, en tant que courtier de proximité, et quand bien même vous ne seriez pas de courtier de proximité, les plus gros courtiers ne font pas de niveau 3 globalement, sauf s'ils ont la capacité technologique de le faire. Vous êtes sur le niveau 2. Ce niveau 2, c'est le niveau de base, c'est le niveau obligatoire. Tous les courtiers doivent être forcément, dans le cas du devoir de conseil, en niveau 1, 2 ou 3. Et de toute façon, au minimum, ce sera le niveau 1. Le niveau 1, je le redis, je le redis, c'est de devoir proposer un contrat cohérent et adapté avec les besoins et les exigences du client. Cohérent et adapté avec les besoins et exigences du client. Ce qui ne signifie pas que vous devez faire 3 devis, je le redis encore, même si quand il s'agit d'un contrat auto et habitation, oui, vous devez faire plusieurs devis. Non, un seul devis ne suffit pas. Néanmoins, pour ceux qui font de l'assurance construction, vous savez très bien qu'il est difficile parfois déjà de trouver une seule société d'assurance qui accepte de porter le risque. Donc, quand on n'a qu'un seul devis à faire, eh bien, c'est déjà bien. Mais vous devez absolument proposer ce contrat cohérent et adapté avec les besoins du client. En assurance vie, vous le savez, le devoir est renforcé. Renforcé pourquoi? Parce que, outre le fait d'avoir demandé des informations concernant le risque, concernant le souscripteur, comme ça se passe toujours, c'est-à-dire avoir fait remplir un questionnaire sur le risque, sur le souscripteur, sur les garanties que la personne souhaite. En assurance vie, vous devez nécessairement, en plus de ça, faire remplir ce qu'on appelle un questionnaire MIF qui est en rapport avec la directive MIF 2 dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire que vous devez vérifier les objectifs de la personne, notamment ses objectifs patrimoniaux, enfin, pourquoi elle souscrit ce type de contrat, sa situation familiale, professionnelle, patrimoniale, financière au sens large, l'appétence au risque, c'est-à-dire quel est son goût pour le risque. Et le 4e point, c'est ses connaissances en matière financière et en matière de marché financier. Donc, c'est en ça que les besoins sont renforcés en matière d'assurance vie, parce que cette personne doit nécessairement, à ce moment-là, le courtier doit nécessairement faire toute cette analyse-là. Le niveau 2, c'est un niveau tout nouveau, c'est DDA qui l'a consacré. C'est ce qu'on appelle le service de recommandation personnalisé. Le service de recommandation personnalisé, c'est expliquer pourquoi, parmi un certain nombre de contrats du marché, tel contrat ou tel type de garantie est le meilleur. Pour moi, c'est un service d'audit que je ne conseille pas. Ça demande une personnalisation du devoir de conseil vraiment beaucoup plus importante. Dans tous les cas, je ne le conseille pas pour les
contrats des particuliers type auto, habitation, etc., santé et tout. C'est plutôt pour des contrats à ce moment-là d'entreprise. Si vous faites du niveau 2, service de recommandation personnalisée, vous devez, petite note, l'indiquer dans votre document d'entrée en relation. C'est un service qu'on appelle un service à valeur ajoutée, mais il faut le faire prudemment et consciemment. Du coup, si je reviens sur mon devoir de conseil, le niveau 1, vous êtes obligé de formaliser le conseil. Ça, vous l'avez compris, je pense. Le formaliser, ça veut dire l'écrire. Ça veut dire aussi le faire signer, parce que c'est bien de l'écrire, mais comme la charge de la preuve vous appartient, c'est-à-dire qu'en cas de mise en cause, ça va être à vous de prouver le fait que vous avez bien conseillé votre client. Et bien à ce moment-là, ça signifie que nécessairement, vous devez le faire signer, ce devoir de conseil. Et messieurs courtiers qui travaillent avec des mandataires ou avec des salariés, si vous n'avez pas de devoir de conseil signé, tirez-leur leurs oreilles, parce que ce n'est pas bien du tout. Attention aux mandataires quand même, ce n'est pas vos salariés. Mais il faut faire attention. Le devoir de conseil, il se poursuit tout au long du contrat, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un devoir au moment de la souscription. Si à un moment donné, vous avez un devoir de conseil, si à un moment donné, votre client vous donne des informations à un instant T, ces informations à un instant T, elles peuvent bien évidemment évoluer en fonction de sa situation. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument garder contact avec votre client. Garder contact avec votre client, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement vérifier, selon le type de client, tous les 2 ans, voire tous les 1 an si c'est des professionnels, que le contrat reste adapté à ses besoins et à ses exigences. En sachant que cette vérification-là, c'est bien de le vérifier à l'oral, c'est très très bien, mais ça ne suffit pas. Parce que la charge de la preuve, elle vous appartient et qu'à partir de là, il faut que ce soit fait par écrit. Ça concerne tous les contrats, y compris les petits contrats, protection juridique, PJ, GAV, etc. Tous les contrats, y compris les contrats simples, sont concernés par une formalisation du devoir de conseil. Et enfin, ça concerne toutes les parties. Toutes les parties, y compris les professionnels, en sachant qu'en plus de ça, le devoir de conseil doit être adapté aux caractéristiques de la personne. Ça veut dire quoi, adapté aux caractéristiques de la personne? Ça veut dire que la personne que vous avez en face doit être prise en considération. Et quand je dis la personne que vous avez en face, ça veut dire ses capacités aussi et ses connaissances et ses compétences. C'est-à-dire que une personne qui va avoir moins de compétences en matière assurantielle, vous allez devoir peut-être être plus prudent avec elle, de même que les personnes dites vulnérables. Dans les personnes vulnérables, on pense aux personnes âgées, évidemment aux personnes aussi sous sauvegarde de justice, par exemple, qui peuvent contracter, mais qui n'ont pas parfois toutes les compétences, du moins à cet instant-là, pour contracter correctement. Donc, on formalise le devoir de conseil encore plus rigoureusement. Je fais une petite pause, je réponds juste aux 2-3 questions. Pourquoi subir un devoir de conseil avec autant de formalisme et de conséquences alors que les banques ne le font pas, ni les mutuelles? C'est un sujet que je ne peux pas maîtriser, bien évidemment. Les mutuelles sont, de même que les sociétés d'assurance, sont soumises à la formalisation du devoir de conseil depuis 2018. Elles ne le font pas toutes, je le sais bien. Mais dans tous les cas, c'est bien de se poser la question de pourquoi, mais c'est comme ça. Et les banques, elles sont aussi distributeurs en assurance par leur réseau salarié, donc elles doivent le faire aussi. Je travaille sur des contrats multirisques immeubles et propose un contrat spécifique souscrit auprès de compagnies non adhérentes aux conventions. Oui, non. Dois-je me considérer au niveau 2 aux conventions, c'est-à-dire CIDR, IRSI et compagnie? J'imagine. Yes, ok. Alors, non, non, vous n'êtes pas considéré en niveau 2, Isabelle. Par contre, il faut le formaliser dans le conseil. C'est-à-dire que les conventions de gestion de sinistre, elles ont un intérêt pour l'assureur, hein, pour les recours, on le sait, mais aussi pour faciliter les recours, et donc c'est un intérêt pour les assurés aussi. Donc, quand vous souscrivez des contrats auprès de compagnies non adhérentes aux conventions, normalement, dans votre devoir de conseil, vous devez le dire. Alors là, c'est toujours un peu compliqué parce que l'idée, c'est de ne pas faire fuir le client, mais vous devez alerter votre client sur le fait que cette compagnie n'est pas adhérente à la convention. OK.
Quid des anciens contrats? Doit-on envoyer des fiches de devoir de conseil alors que le contrat est en place depuis un moment? Je dirais que le devoir de conseil obligatoire depuis 2007, Sophie. Je sais bien qu'en pratique, moi j'ai beaucoup de courtiers qui n'ont pas toujours formalisé des devoirs de conseil, y compris chez les gros. J'ai tendance à ce moment-là à leur dire d'aller voir, de reprendre tous les éléments. C'est-à-dire que pour moi, un client, il ne faut pas qu'il reste en déshérence trop longtemps, pour des raisons de fidélisation, pour des raisons de conseil, pour des raisons donc juridiques, et qu'il est nécessaire à ce moment-là, bien évidemment, de garder le lien. Et alors, est-ce que vous devez le faire par écrit? C'est-à-dire, est-ce que vous devez leur envoyer le devoir de conseil alors que le contrat est mis en place depuis un moment? Je pense qu'il ne le comprendra pas forcément. Vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que vous appelez votre client à ce moment-là et puis vous remplissez un devoir de conseil avec lui et puis vous le renvoyez par mail, vous allez le voir, vous le convoquez à un entretien. Mais oui, l'idéal, ce serait bien évidemment ça. Je vous raconte une anecdote et vous allez comprendre l'importance, même si je voulais en parler un peu plus tard. J'ai eu une affaire un jour à gérer. Un client avait souscrit une garantie prévoyance. À l'intérieur de cette garantie prévoyance, il y avait de l'incapacité, du décès, mais pas d'invalidité. Le contrat a été souscrit avant 2007, avant que la formalisation du devoir de conseil était obligatoire. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la personne a malheureusement été en invalidité et au moment où elle a voulu faire jouer cette garantie, elle nous a mis en cause pour 1,5 million d'euros. Voilà. Parce que elle nous a reproché le fait qu'on ne lui avait pas proposé cette garantie-là. Le problème, c'est que dans le devoir de conseil, nous, on n'avait pas de devoir de conseil écrit, on n'a pas pu le prouver. Et autant, il est totalement possible, quand vous avez le devoir de conseil écrit, dans le devoir de conseil, vous mettez malgré nos recommandations, vous n'avez pas souhaité souscrire à la garantie invalidité. Mais là, vous gagnez et vous n'avez pas de devoir de conseil écrit et vous n'avez pas noté ça, vous perdez. Alors, comment formaliser une modification d'adresse du siège social ou du médiateur postérieur à une adhésion? Un mail suffit. Non, on ne fait pas forcément un mail à tous ses clients, pas besoin d'Ilan. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un site internet, des signatures électroniques de mail, etc., c'est le notifier comme ça là-dessus. Pas obligatoirement le faire à tous les clients à ce niveau-là. Dylan, est-ce qu'une personne vulnérable sans mesure judiciaire, donc sans curatelle, sans sauvegarde de justice et sans tutelle, peut désigner une assistante sociale ou un proche pour le représenter devant un courtier ou un assureur? Je dirais que oui. Moi, je travaille beaucoup aussi sur l'île de la Réunion et on m'a informé là-bas que parfois, des courtiers étaient confrontés à des situations où des personnes ne savaient pas lire. Et là, à ce moment-là, c'est une situation très gênante pour le courtier, mais aussi pour la personne. Je pense qu'il faut réussir en fait à trouver une bonne formulation. L'idée, c'est pas de faire fuir ses clients, évidemment. Et, et oui, de toute façon, si à un moment donné, vous voyez que la personne est vulnérable, vous devez de toute façon, entre guillemets, refuser la souscription si vous sentez que c'est pas gérable. Un proche, oui, majeur. Attention aux abus de faiblesse, notamment au niveau de vos obligations par rapport à la lutte contre le blanchiment. Moi, souscrire un contrat auto-habitation, complémentaire santé, pourquoi pas. Une assurance vie, je m'y refuserai. Une assistante sociale, encore faut-il qu'elle accepte de venir, donc c'est compliqué. Si vous avez un proche, une assistante sociale, vous prenez sa pièce d'identité, une petite déclaration sur l'honneur sur le fait qu'elle soit bien là. C'est des situations toujours un peu délicates à gérer parce qu'il faut savoir les gérer à la fois juridiquement et puis socialement aussi et commercialement. Oui, en cas d'avenant, on fait un nouveau devoir de conseil obligatoirement parce que c'est un changement de contrat, Aileen, et on doit absolument faire un nouveau devoir de conseil. Vous êtes en train de vous tirer les cheveux là, je sais bien, mais malheureusement, on doit le faire. On peut utiliser le devoir de conseil des courtiers grossistes. Oui, parce que ces courtiers grossistes, en fait, font le devoir de conseil avec votre nom et votre identification, votre dénomination sociale. Certaines compagnies s'y mettent d'ailleurs, et tant mieux. Mais sinon, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre devoir de conseil, mais puisque c'est un devoir de conseil qui vaut pour vous aussi.
Je ne vous comprends pas, Dylan, excusez-moi là-dessus. Ou un élu dans le village. Est-ce que vous pouvez juste préciser communication collective, donc par publication? Oui, je vois très bien. Juste si vous gage de confiance et de probité pour le représenter. Un élu dans le village pour le représenter. Ah oui, d'accord, j'avais perdu le fil. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Une personne faible dans un milieu rural, oui, c'est toujours un peu délicat, je le sais bien, Dylan, mais l'Auvergne, moi je pensais au Cantal, j'y étais presque. Il n'est pas là pour ça, entre guillemets, hein, ce monsieur, cet élu. S'il veut bien venir, oui. Néanmoins, attention, il n'a pas de pouvoir pour lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas représentant, juridiquement. Donc bon, là-dessus, c'est toujours particulier. Ok. Un devoir de conseil. Oui, un devoir de conseil est utile même pour une diminution de garantie auto. Oui, évidemment, voire même surtout pour une diminution de garantie. Pourquoi? Parce que les clients ne sont pas toujours très honnêtes, on va dire. Un client peut très bien vous demander de passer d'une garantie tout risque à une garantie au tiers. Pas de souci, vous pouvez lui faire, il n'y a pas de problème. Par contre, vous devez signaler dans le devoir de conseil les conséquences, c'est-à-dire que vous étiez garanti tout risque avant, ce qui vous permettait d'avoir une prise en charge en cas de dommages causés seul, en fait, de dommages au véhicule que vous avez, dont vous êtes l'origine, ce qui n'est plus le cas avec une garantie au tiers. Sur vos contrats, le devoir de conseil est incorporé au nom du cabinet. Je ne représente pas Netvox, je ne peux pas répondre à cette question, Monique. Je ne sais pas, mais j'imagine. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous répondre. Sur dernière question, juste avant de passer au reste, c'est souvent des connaissances de confiance du prospect par procuration. Oui. La juriste vous dirait, Dylan, que le problème de toutes les connaissances, c'est qu'on se rend compte, notamment en cas de décès, que par moment, on peut faire confiance à personne. Donc, je sais bien, encore une fois, c'est le côté juridique et puis le côté aussi humain. Mais prenez le maximum de précautions. Alors, juste petite parenthèse, le juriste, évidemment, il voit toujours le mal partout, il est détesté en général. Globalement, on m'aime bien, mais il est pas toujours apprécié parce que nous, notre rôle, on a été formé pendant 5 ans à voir des risques là qui n'arriveront très certainement pas. Très certainement pas. Néanmoins, quand bien même, en fait, les risques n'arriveraient très certainement pas, il y a aussi des fois où on voit où en tant que personne normale, on ne voit pas des risques. Et puis, quand je dis une personne normale, je suis aussi une personne normale et il m'est arrivé parfois dans ma vie des choses que je n'avais pas anticipées. Et c'est vrai que par moment, on se rend compte qu'on aurait pu se protéger, en fait, à ce moment-là. Alors, toujours par rapport au devoir de conseil, comme je le disais, devoir de conseil vis-à-vis du client qui se poursuit, donc qui commence à la souscription, qui se poursuit tout au long du contrat, et y compris en matière de gestion de sinistre. Parce qu'en matière de gestion de sinistre, vous avez des obligations. Certes, vous allez me dire, je n'ai pas de délégation de gestion de sinistre. Oui, beaucoup n'ont pas de délégation de gestion de sinistre. Néanmoins, pensez aussi que vous avez ce qu'on appelle un mandat tacite avec votre client. C'est quoi un mandat tacite ? Contrairement à l'IOBSP qui doit faire un mandat de recherche des capitaux par écrit, c'est-à-dire qui doit faire signer un papier, vous avez vis-à-vis de vos clients un mandat tacite qui n'est pas forcément du coup écrit, mais qui vous oblige en fait à faire ce qu'on appelle c'est comme une procuration en fait, un mandat. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire ce qu'il faut faire pour aller dans les intérêts de votre client. Ce qui fait que, par exemple, vous avez un sinistre qui arrive pas très loin de la prescription, qui est de 2 ans en assurance, je vous rappelle. Un peu avant les 2 ans, vous devez dire « Coucou client, souviens-toi, c'est bientôt fini la prescription. » Enfin, ça va bientôt être prescrit plutôt. Et puis en plus de ça, s'il ne fait pas ce qu'il faut, c'est à vous normalement d'envoyer le fameux recommandé à l'assureur pour lui demander de suspendre la prescription. Avant de vous donner des exemples de mise en cause au niveau du devoir de conseil, j'insiste aussi sur le fait que le devoir de conseil comporte plutôt des obligations de suivi. C'est-à-dire, est-ce que mon contrat est toujours adapté à la situation du client? Et puis, des obligations de diligence, ça veut dire quoi? Des obligations de diligence, ça veut dire aller vite.
Et aujourd'hui, dans un contexte de Covid, je vous racontais tout à l'heure quelque chose qui fait que ça montre bien qu'avec une espèce de petite paralysie que connaît beaucoup de services administratifs, ça peut avoir pas mal de conséquences. Donc, vous devez, en tant que courtier, encore une fois, vous prémunir au maximum, aller vite, garder des traces, expliquer à vos clients tout un tas de choses. Et je rentre dans les détails juste après. Juste après. Je recherche la question de Sophie. Juste, je recherche. Je ne retrouve plus votre question, Sophie. Si ça ne vous ennuie pas. Voilà. Et c'est là aussi où j'arrive justement à la question de Sophie. Je vais y répondre là. Lorsqu'on reprend un contrat à la concurrence, doit-on obligatoirement se caler sur des garanties antérieures à minima? Si l'on modifie les anciennes garanties, doit-on justifier les raisons? Le client peut-il se retourner contre le courtier? Alors, je le redis, le client, enfin le devoir de conseil, la charge du devoir de conseil, elle appartient au courtier. Ça veut dire quoi concrètement? En temps normal, à partir du moment où vous faites une action en justice, c'est au demandeur de prouver le fait qu'il a subi, enfin de prouver la réalité de sa prétention. C'est-à-dire que si par exemple on était en temps normal, ce serait au client de prouver le fait qu'il a mal été conseillé. En l'espèce, c'est à vous de prouver en tant que courtier en assurance ou en tant que mandataire le fait que vous avez bien conseillé le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le devoir de conseil, c'est important parce que grâce à cette formalisation-là, vous allez avoir des éléments de preuve. Du coup, le problème, c'est quand vous reprenez un contrat à la concurrence, là-dessus, la loi ne le dit pas, mais la jurisprudence est très protectrice à ce niveau-là. Quand vous reprenez un contrat à la concurrence, en fait, vous devez normalement, à minima, proposer les garanties équivalentes. Vous allez pouvoir me dire, oui, mais bon, il est possible que le client, entre-temps, sa situation ait changé. Oui, ça c'est vrai. Il est aussi possible que le client veuille diminuer ses garanties. C'est totalement possible aussi. Néanmoins, à minima, vous êtes censé proposer normalement ces garanties minimales et équivalentes. Si à un moment donné, vous décidez de lui proposer des garanties pas équivalentes, ou si votre contrat à vous ne propose pas en fait des garanties équivalentes, vous devez le noter dans le devoir de conseil. Ceci pour vous protéger, parce que sinon, on peut le reprocher au courtier et le juge peut mettre en cause à ce moment-là la responsabilité civile du courtier. Je prends un exemple pour ceux qui feraient, par exemple, de la prévoyance ou de la complémentaire santé, et notamment par rapport au délai de carence. Si le contrat antérieur ne prévoyait pas de délai de carence, et qu'on rajoute, non, ça, c'est pas forcément un bon exemple, parce que normalement, le contrat nouveau va justement accepter le fait qu'il n'y avait pas de délai de carence, mais quoi que si. Je vais continuer sur cet exemple-là. Le contrat antérieur ne prévoyait pas de délai de carence, d'accord? Votre contrat à vous prévoit des délais de carence. Ce qui va se passer sur votre contrat à vous, c'est que si la garantie est mise en jeu pendant les 6 mois, 3 mois de délai de carence, en fait, on va rester sur les garanties antérieures. Néanmoins, il y avait quand même un délai de carence. Ce délai de carence, il n'existait pas. Le client pouvait très bien ne pas le savoir. C'est à vous de notifier dans le devoir de conseil. Vous allez me dire, oui, mais c'est écrit dans les CG. Oui, c'est écrit dans l'IPID aussi, très certainement. Néanmoins, vous êtes obligé de le notifier et de les réécrire à ce niveau-là. Pensez aussi au fait que le juge analyse les documents non contractuels aussi. C'est-à-dire que si vous faites des publicités, si vous faites des mails, évidemment, et des courriers à vos clients, tout ça, ce n'est pas contractuel, on est d'accord. Néanmoins, même si ce n'est pas contractuel, c'est ce qu'on appelle, nous, des éléments qui vont être constitutifs de faisceaux d'indices et qui peuvent permettre au juge de parfois mettre en cause la responsabilité civile du courtier. Aujourd'hui, la responsabilité civile du courtier, notamment en devoir de conseil, elle est entre guillemets rarement mise en cause, dans le sens où on n'a pas une affaire toutes les heures. Néanmoins, elle est de plus en plus fréquemment mise en cause. Et quand elle est mise en cause, parfois, c'est pour des très, très grosses sommes.
Alors justement, j'aimerais vous donner quelques exemples de mise en cause. Alors, des exemples, il en existe beaucoup, 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 et je dirais que c'est impossible, bien évidemment, de tous vous les citer. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai choisi plusieurs thématiques, auto, habitation, assurance vie, prévoyance, multirisque professionnel, et puis parler un tout petit peu de LPS. Pour risque RC du courtier, c'est le devoir de conseil au sens large. Dylan, devoir de conseil. Il faut savoir qu'avant, la jurisprudence de la Cour de cassation était principalement constituée de problématiques liées au sinistre. Aujourd'hui, la Cour de cassation rend environ 300 arrêts par an qui concernent le devoir de conseil. 300 arrêts, c'est beaucoup. Alors, par rapport à la multirisque professionnelle, on va rester dans l'actu. Si le client n'a pas souscrit de garantie perte d'exploitation, suite à un sinistre, il vous le reproche. Petit 1, vous l'avez noté dans le devoir de conseil. Malgré nos recommandations, vous n'avez pas souhaité souscrire la garantie perte d'exploitation. Il ne peut pas vous le reprocher. Vous ne l'avez pas noté dans le devoir de conseil. Il peut vous mettre en cause. Sur l'assurance auto, pendant le confinement des services administratifs en activité, les services sont en activité réduite, vous le savez, les services des sociétés d'assurance. Un client vous envoie des éléments pour modifier son contrat auto ou même souscrire un contrat auto. Avant le retour de la compagnie, il a un sinistre non garanti. Comment ça se passe par rapport à ça? Comment ça se passe? Je vous explique très clairement. Normalement, quand vous recevez des éléments des clients, qu'est-ce que vous devez faire? Les informer immédiatement en leur disant que vous avez bien reçu leur mail, que vous transmettez les informations à la compagnie, mais qu'en attendant, la garantie n'est pas acquise. Moi, je conseille souvent à mes courtiers de faire des mails automatiques, automatiques dans le sens où à chaque fois qu'ils reçoivent un mail, il y a une réponse automatique, en fait, à ce niveau-là. Et aussi, et très très important, on relance la compagnie. On envoie la chose une fois, on suit son dossier et on relance. Petit 1, vous n'avez pas envoyé de mail à votre client. Le client, il n'est pas au courant que les garanties ne sont pas acquises, vous perdez. Petit 2, vous n'avez pas relancé la compagnie. Là, ça va être un jeu entre la compagnie et vous-même. Mais c'est très important de la relancer et de suivre le dossier et de s'assurer que la compagnie ait bien reçu votre mail. Parfois, vous savez, les méandres de l'informatique, on ne comprend pas trop. Est-ce qu'on peut refuser d'assurer un client en auto alors qu'il n'est pas assuré? J'imagine par rapport au risque aggravé, faut-il faire une fiche de devoir de conseil et d'info et motiver le refus? Non, vous n'êtes pas obligé de motiver le refus. Et pas de fiche d'info et de conseil non plus. Sur l'assurance vie, alors l'assurance vie, comme je le disais tout à l'heure, le devoir de conseil est un devoir qui va être renforcé à ce niveau-là. Moi, j'ai lu au moment du confinement, c'est-à-dire au moment de la chute des marchés financiers du CAC 40, quelques articles du Figaro notamment qui disaient oui, si vous avez un problème de perte de capitaux, vous pouvez renoncer à votre contrat d'assurance vie dans les 30 jours si vous venez de le souscrire et éventuellement parfois mettre en cause votre courtier. Et là, le nombre de mises en cause en matière d'assurance vie est assez grand, il faut dire ce qui est. On fait bien attention. On remplit ce questionnaire MIF absolument avec le client. On propose des solutions, notamment en matière d'allocation d'actifs, qui sont cohérentes avec les objectifs, avec la situation financière, patrimoniale et professionnelle du client. Et surtout, on le met en garde sur la notion de risque quand il y a des unités de compte. Ça, c'est hyper essentiel. Parce que si vous ne le notez pas, là, on peut mettre en cause votre responsabilité civile vraiment très facilement. En matière prévoyance, pareil, je vous ai parlé tout à l'heure de garantie invalidité pas souscrite. J'ai répondu à ma question. Si à un moment donné, vous avez un client qui vous demande une garantie prévoyance et qui ne souhaite pas garantir la garantie invalidité, ça arrive souvent chez les TNS qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'est l'importance de la garantie invalidité.
Vous le notez dans le devoir de conseil, malgré nos recommandations et nos alertes, vous n'avez pas souhaité souscrire la garantie prévoyance, la garantie invalidité. Et donc ça, il faut absolument faire attention par rapport à ça. On parle aussi d'LPS, LPS, libre prestation de service. Elle est autorisée en France, enfin du moins dans toute l'Europe même. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas travailler avec des assureurs en LPS, en sachant que ils ont le droit d'exercer. On a tous un avis. Enfin, moi, j'en ai un, mais c'est… Sur le vôtre, ça marche. Allô? Qui arrive à parler? Je ne sais pas. Donc, je disais que je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de travailler en fait avec des assureurs en LPS parce que juridiquement, vous avez le droit de le faire. J'ai Mais une en fait, autre question pendant que je vous tiens. Je ne sais pas si c'est à vous de vous la poser. Vous nous envoyez maintenant des demandes de clients potentiels pour des tarifs auto. alors, Je trouve que dans le listing de ce que vous nous envoyez, enfin dans ce que vous nous envoyez, dans les questions, il manque quand même pas mal de choses que vous demandez après pour faire un tarif. juste, je Je le sais pas qui répète. fait les questions. Alors, je le répète, Si je c'est ne vous ou sais si c'est pas. un autre Non, organisme. je ne sais pas en fait qui vous êtes déjà parce que j'arrive pas à identifier. Je ne savais même pas vous. Voilà. En fait, concrètement, je ne représente pas Netvox. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout au courant de tout ceci. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, Aurélia, qui est présente, va prendre vos coordonnées et pourra vous répondre C'est ensuite en privé. mal agencé, bon ça encore, tant pis, on se débrouille. Mais bon, il n'y a pas le numéro d'immatriculation du véhicule. Je précise, monsieur, que là-dessus, Il je n'y ne a peux pas, pas vous il y a pas répondre. le, il y a pas le nombre. Est-ce qu'il y a eu des interruptions d'assurance ou pas? Ça n'y est pas. Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Et en Mais plus entre de autres, hein, ça, bon, il y a deux, oui, trois oui, choses comme ça. je l'entends entièrement, Effectivement, mais on là-dessus, peut je vous donner des assure, tarifs. Le problème, c'est que si on donne un tarif, vous m'entendez, il y monsieur? a une interruption ou quelque chose qui fait Vous que, m'entendez? eh ben, Alors, le tarif sera faux. Alors, ça ne sert pas à grand-chose. je, je l'entends, mais je prends note. Je pense que la personne qui est Aurélia, qui représente Netvox, pourra vous Très répondre bien. sans aucun Eh problème. ben, voilà. Mais là, en Ben, je vous en l'état, prie. moi, je ne peux pas du tout vous répondre. Je n'ai pas Merci. du Ben, tout vous la aussi, bonne fin réponse. de journée. Au revoir. Au revoir. Alors, juste, ça m'a permis de voir que juste à côté de vos noms, mais ça, je n'avais pas pu le voir, excusez-moi, Joël a levé la main, de même que Dominique et un certain Stéphane. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Ça permettra de pouvoir les voir. Je reprends juste par rapport au LPS, puisque je m'étais arrêtée là. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas travailler avec les LPS, puisque juridiquement, c'est totalement possible de travailler avec les LPS. Toujours est-il que quand on travaille avec des LPS aujourd'hui, notamment quand elles viennent de Gibraltar, on sait qu'il existe des risques, et ces risques-là, vous devez les stipuler à vos clients aussi. C'est nécessaire. Parce que sinon, vous êtes en défaut de conseil. Alors, je reprends les questions dans un tout petit instant, Dylan. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Je vous ai remis en fait aussi le détail des précautions à prendre que je viens de vous dire sur la slide suivante. Ça vous permettra de les conserver sans aucun problème. Je réponds… Alors, hop, je regarde en même temps les questions. Non, je crois que là, si en assurance vie, suite aux échanges avec le client, on a conseillé une gestion pilotée intermédiaire, qui signifie que le client accepte une volatilité de 10 points et qu'une crise entraîne des pertes beaucoup plus fortes, sachant que les CG et autres précisent que les fonds ne sont jamais garantis. Y a-t-il une fragilité juridique dans le cadre du conseil, sachant qu'il est précisé que 100% du capital est sous risque? Plusieurs choses. Dans le devoir de conseil, la première chose à faire, et là-dessus, la CPR le dit bien, le précise bien, il faut définir, certes, qu'il y a une volatilité, certes, donc, il y a des risques, mais il y a quelque chose qu'il faut définir en plus, c'est la notion de risque. En fait, si à un moment donné, vous dites il y a des risques, mais vous ne dites pas ce que c'est que le risque, entre parenthèses, risque de perte en capital, là, on peut quelque part vous le reprocher. Mais le cas échéant, on ne pourra pas vous le reprocher. À partir du moment où la personne, vous avez informé de ce que sont des unités de compte et que bien évidemment les unités de compte présentent des risques et que vous avez défini le terme risque,
on ne peut pas vraiment vous le reprocher. Là, ce qu'on peut vous reprocher, c'est si vous avez conseillé des unités de compte à des publics qui n'avaient pas à avoir des unités de compte. Je pense par exemple à une personne qui va bientôt arriver à la retraite et qui voulait prendre une assurance vie dans le cadre de sa retraite, ou alors à des personnes qui sont âgées et qui vraisemblablement n'ont pas, à mon sens, besoin de… Enfin, c'est pas l'unité de compte, c'est pas forcément adapté, sauf cas particulier. Alors, j'ai bien posé la question à une compagnie. Elle m'a confirmé que le mail du client faisait foi pour une prise de garantie. La compagnie est plutôt un grossiste, c'est faux. Évidemment, la compagnie d'assurance, c'est à elle d'accepter le risque. Si à un moment donné, le client dit « Coucou, j'aimerais garantir… j'aimerais garantir mon contrat… » Enfin, j'ai du mal à trouver un exemple là tout de suite. Je prends des indemnités journalières. Au lieu de passer de 100 € par jour, je décide de passer à 200 € par jour. Il faut l'accord de la compagnie derrière. Voilà. Mes indications cochées, OK. Pour les questions qui concernent Medvox, OK. Bonjour. Type MIC assurance, je n'ai rien dit. Avez-vous un document type complet? Ça fait partie, oui, mais ce n'est pas comme ça que je travaille à ce niveau-là. Est-ce que le fait d'alerter le client sur le risque LPS ne serait-ce que fait… Ben non, le verbal… Alors, le verbal ne sert à rien, malheureusement, sauf à vous enregistrer, à vous filmer et en même temps à déceler, à déterminer la date, l'heure et les personnes que vous avez en face de vous, à lui faire signer une décharge comme quoi vous le filmez au titre du RGPD, le verbal ne sert à rien. Dans quel cas de contrôle ACPR Alors, juste, monsieur, est-ce que vous pouvez écrire vos questions sur le SMS, enfin sur le chat, ce sera plus facile, plutôt que ce sera beaucoup plus facile. Dans quel cas de contrôle ACPR, la RC du distributeur peut-elle être mise en cause? Alors, c'est deux choses différentes. Le contrôle ACPR, ce sont des sanctions administratives. La RC du distributeur, comme son nom l'indique, c'est des sanctions civiles. Donc, du coup, ça n'a strictement rien à voir à ce niveau-là. Donc, deux choses totalement différentes. Je n'ai pas de document type à vous proposer parce que, comme je viens de le dire, je ne peux pas vous, je ne peux pas vous, c'est pas comme ça que c'est pas aussi simple. Néanmoins, dans l'architecture, voilà comment ça se passe. C'est toujours pareil. Je présente l'entreprise. Une fois que j'ai présenté l'entreprise avec toutes les mentions légales telles que nous impose le Code des assurances, je vais recueillir l'ensemble des besoins nécessaires qui sont en rapport avec le risque ou avec les assurés. Après, je vais demander les garanties souhaitées par le client. Je vais définir ces garanties. Pourquoi je les définis? Parce que quand vous donnez des garanties à un client, si vous ne les définissez pas, ça ne veut plus rien dire. Je définis ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais demander aussi quelles sont les modalités de paiement qu'il souhaite. Et puis, en dernier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, au regard des besoins que vous nous avez exprimés, nous vous conseillons tel type de garantie et tel type de contrat. Est-ce que oui ou non, vous acceptez? Alors, je précise juste par rapport à l'étape d'avant, nous vous conseillons tel type de garantie ou tel type de contrat qui correspond aux besoins que vous avez exprimés, etc. Est-ce que oui ou non, vous acceptez? Un petit truc sur bien évidemment le devoir d'alerte. Des mentions par rapport aussi liées aux obligations de bonne foi dans le contrat, donc notamment L113-8 et L113-9 du Code des assurances sur les risques en cas de mauvaise foi du contrat. Alors, je prends une ou deux dernières questions parce que je vois l'heure et que du coup, on a largement dépassé. Risque en perte partielle ou totale de vos investissements en gras, est-ce bien formulé? Lorsqu'on demande conseil, le client sur son profil, sur la vote. Lorsqu'on formule. Alors, risque de perte suffit que partiel ou total. Total, moi, je prends peur.
de vos investissements, tout le monde n'a pas forcément conscience que c'est des investissements, risque en perte de capital, ça suffit. Doit-on conserver les originaux des fiches de conseil? C'est mieux. C'est mieux parce qu'un original, ce sera toujours plus juridiquement valable en cas de problématique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la signature électronique existe, que bien évidemment, la majorité des documents, j'ose espérer, doit être dématérialisée. S'il n'y a pas les originaux, mais qu'il y a une fiche de devoir de conseil, ce n'est pas grave. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai essayé d'y répondre à peu près tous au fur et à mesure. Je vois la question de Stéphane, je vais y répondre. Alors, je parle assurance auto en cas de remplacement et non affaire nouvelle si un client se rend dans un garage le samedi alors que mon bureau est fermé. S'il a fait un mail, le grossiste prend la garantie à l'heure du mail envoyé. C'est le grossiste en question qui va accepter ceci. Ce n'est pas une vérité générale, Stéphane. Finalement, pouvez-vous nous indiquer les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le devoir de conseil? C'est ce que je viens de dire, Jennifer. C'est ce que je viens de dire, Jennifer. Là, en l'espèce, le type de mention obligatoire, à mon sens, obligatoirement les mentions qui sont relatives à L113-8, L113-9 du Code des assurances. On rappelle aussi les mentions qui sont liées au RGPD par rapport à la protection des données personnelles. D'accord. Obligatoirement par rapport à ça. Je regarde, pourtant, je ne crois pas qu'il y ait de micro allumé, c'est très bizarre. Oui, bien sûr. Voilà par rapport à ceci. Est-ce que nous aurons accès à cette formation en vidéo par la suite? Oui, elle est disponible en replay. On est en train de l'enregistrer. Ne me la remontrez surtout pas. Je déteste ma voix. C'est qui parle? Je ne sais pas. Vous êtes 58, 61, donc c'est compliqué pour moi de savoir qui parle. Et je ne sais pas du tout. Donc, il faut donner le mail du grossiste en cas de changement du véhicule. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Stéphane. C'est pas ce que j'ai dit. Si le grossiste accepte le fait de prendre la garantie et que vous avez un écrit du grossiste pour tout ça, il n'y a pas de problématique. Je vous dis que ce n'est pas une vérité générale parce que ce qui sera valable avec le grossiste A ne sera pas forcément valable avec le grossiste B ou alors avec l'assureur B. Je ne peux pas vous dire par rapport à ça. Je ne vous dis, je ne peux pas. Voilà, voilà. Bon, sur ce, si je n'ai plus de questions, je vous remercie dans tous les cas d'avoir participé, en fait à tout ceci. Oui, Stéphane, demandez en effet un document au grossiste. Est-ce que cette formation est validante? Non. Elle n'est pas validante. On n'a aucun moyen, malheureusement, de faire en sorte que ça le soit dans ce cadre-là, dans le cadre de webinaire. Ça peut être validant dans le cadre de classes virtuelles, etc., mais le webinaire, non. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été présent. Pas de souci, vous pouvez me contacter. Vous avez dans tous les cas nos coordonnées. La type Netvox vous remercie, de même que moi-même. Vous aurez aussi le support et j'espère que j'ai pu répondre au maximum de questions et à vos problématiques d'une manière générale. Au niveau de mes coordonnées téléphoniques ainsi que mes coordonnées mail, je vous les avais présentées au tout début, mais elles seront notées de toute façon sur comment dire, le support que vous avez eu. Et je me permettrai de vous renvoyer, on me demande d'envoyer mes coordonnées par mail, etc. Je vous enverrai mes coordonnées par mail sans aucun problème. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous. Je vais mettre fin à la réunion. J'espère que vous avez pu poser toutes vos questions. Voilà, je vois qu'Aurélia est en train de vous parler, donc j'attends quelques petites secondes. Mais dans tous les cas, je le répète, vous aurez le support de présentation par mail, ainsi que